Bonjour à tous. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Merci de leur présence à Serge, à Patrick, à Alain et à Francis pour cette expérience-là que l'on fait avec une table ronde. Donc, cette table ronde, elle sera composée de la manière suivante. Je ferai une introduction générale, puis nous aurons après le plaisir d'écouter Alain qui centrera sa présentation sur le Newaza en club et sur la politique générale de la Fédération française de judo sur le Newaza. Ensuite, Francis nous parlera du judo au sol, mais au haut niveau, essentiellement. Et nous continuerons après avec Patrick qui fera ses remarques sur l'arbitrage en Newaza, toutes les difficultés et les spécificités que cela comporte, pour terminer après avec Serge et qui nous exposera une innovation française pour essayer de développer le Newaza au travers de la compétition. Et après, vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions. Donc, en ce qui concerne mon introduction rapide, elle sera composée de la manière suivante. Et donc, je vais vous lire le texte que j'ai préparé pour l'occasion. Les mots ont de la valeur. Le judo se compose de 3 grandes catégories de gestes techniques. Les projections, les contrôles et les défenses sur les coups qui sont portés. Dans le même temps, le judo se pratique tantôt debout, tantôt au sol. Il convient, par conséquent, de garder à l'esprit la nature d'une distinction entre des techniques de contrôle et un judo au sol, c'est-à-dire entre le katamewaza et le newaza. Cette opposition n'est pas que terminologique, elle est aussi conceptuelle et idéologique. Elle puise ses racines dans l'histoire de l'activité et dans la complexité des rapports entre le Kodokan, le judo universitaire ou Kosen Judo, et la Butokukai, dans une période de profond bouleversement de la société japonaise lors de l'ouverture du pays à l'Occident. Les historiens du judo japonais avancent 2 types d'hypothèses pour expliquer la forte priorité accordée par le fondateur du judo à l'ensemble des techniques de projection et au judo debout ou tachiwaza. La première hypothèse invoquée renvoie au rejet de la compétition. En effet, Jigoro Kano n'a jamais caché sa réticence à l'orientation sportive que sa méthode a subie dès le début du XXe siècle. C'est ainsi qu'en s'opposant à l'évolution d'un judo pratiqué dans les rencontres organisées par les universités impériales, il a instauré une réglementation limitant fortement la place du combat au sol dans les compétitions officielles. Le fondateur du judo Kodokan affirmait ainsi sa conception d'une méthode d'éducation physique, intellectuelle et morale, dans laquelle la victoire ne peut être qu'un moyen et non une fin. Il mettait également en évidence l'aspect défensif et utilitaire du judo, qui perdrait toute raison d'être dans le combat réel pour celui qui se jetterait volontairement à terre. La seconde hypothèse s'appuie sur la critique faite au judo Kodokan par les membres du Kosen Judo, grand spécialiste du Newaza. Elle porte sur la volonté du fondateur de centrer son enseignement sur le développement de la personne et sur une contribution à la société, au détriment de la préservation du patrimoine culturel et de l'esprit des arts martiaux. L'opposition entre le judo debout et le judo au sol ne saurait donc être réduite à une simple opposition de gestes techniques. Les hypothèses présentées renvoient chacune, à leur manière, au débat plus large qui agite la société japonaise dans les premières décennies de la restauration Meiji, entre les tenants des traditions et les modernistes, défenseurs de l'occidentalisation. À ces analyses, j'ajouterai une troisième hypothèse d'ordre sociologique. Le judo, par son développement constant, est une activité porteuse de sens, qui révèle ainsi les usages sociaux du corps et les aspirations de ses adeptes. La méthode de Kano apparaît donc comme une pratique de classe qui traduit un acte, une vision de l'homme et de la société. Le judo debout, autant par l'émotion esthétique qu'il provoque que par l'admiration que suscite l'efficacité de ces techniques, incarne au plus haut point
l'excellence de celui qui n'a pas hérité la puissance du muscle, mais qui, grâce à l'intelligence du geste, maîtrise parfaitement l'art du combat et du contrôle de soi. Alors que la projection magnifie l'instant explosif de la trajectoire aérienne du corps d'un adversaire impuissant, le combat au sol illustre la rigueur de l'effort, la persévérance et la logique lente d'un mouvement court. Aussi subtil, précis et implacable qu'il soit, le Newaza n'appartient pas au même registre des représentations sociales. Les préférences techniques et le style du judoka, autrement dit la manière de faire du judo, est un marqueur social. Plus près de nous, les interrogations que pose la mise en spectacle du judo sportif et les règlements successifs qui s'additionnent dans des championnats toujours plus nombreux ont des répercussions directes et immédiates sur la pratique du Newaza en club. La compétition doit-elle être perçue comme un facteur limitant, affaiblissant sans cesse la place du judo au sol dans les dojos, ou au contraire, doit-on la considérer comme un puissant vecteur de dynamisme et de développement? Les intervenants rassemblés ce soir apporteront des réponses à cette question fondamentale pour l'avenir du Newaza dans le judo français, mais aussi international. Avant de leur laisser la parole, je voudrais faire avec vous un tour d'horizon rapide des publications sur le Katamewaza. Un tour d'horizon qui montre toute la richesse technique d'un domaine du judo en constante évolution. Donc, les ouvrages sont classés par ordre alphabétique d'auteurs. Maître Awazou, Jacques Baudouin, Moshe Feldenkrais, Anton Kessing, mais aussi Jean-Pierre Gibert, Kashiwazaki, Kudo, Okano, Sassia, 2 ouvrages de Valin et l'ouvrage de Patrick, Patrick avec Daniel Roche et Claude Fradé, qui sur cet ensemble est en quelque sorte le seul à avoir abordé la dimension pédagogique. Donc, je n'ai terminé pour cette introduction. Je vais donc maintenant laisser la parole à Alain et je continuerai à vous présenter les diapositives en fonction de ce que nous dira Alain. Alain, tu as la parole. Il faut rebrancher ton micro et prendre la parole. Vous entendez là? Oui, maintenant on t'entend. Très bien. Très bien. Allez, vas-y. Pour la présentation, une belle photo, c'est gentil. Médaille européenne, c'était un junior. Il y a exactement 50 ans et ben, je ne peux pas manquer l'occasion ce jour-là, un souvenir commun avec Michel, puisqu'il a été champion d'Europe au même championnat. Alors, je suis très honoré de me retrouver avec Patrick et Serge, qui m'ont tiré vers le haut lorsque moi j'étais compétiteur. Ça fait donc quelques années. Et voilà pour les présentations. En gros, alors je ne me considère pas comme un spécialiste du Newaza, mais je suis simplement un prof qui observe, qui essaie d'analyser et de transmettre. Et en tant que prof, je suis admiratif du parcours de Francis à travers ses enfants, et en particulier dans leur comportement, et puis en ce qui concerne les Newaza, tout particulièrement. Voilà. Diapo suivante, peut-être. Ouais. Pardon, oui, excusez-moi. Alors, on parle du Newaza en club, donc je vais parler peut-être de mon expérience de prof. Je fais le plus court possible parce que sinon je vais déborder largement. Alors déjà, il y a 3 périodes dans lesquelles le Newaza peut répondre de manière assez, je dirais presque parfaite aux besoins des élèves. D'abord chez les enfants, où la notion de plaisir et la formation peut être abordée très largement grâce au Newaza. Lorsque les gens arrivent à leur période où ils sont des combattants,
Le Neapoasa va apporter un plus au niveau de l'efficacité, de la performance. Et puis, dans la troisième période, quand les gens arrivent et dépassent la période des seniors, par le Neoasa, on peut aborder toute la richesse de ce secteur et du judo en général. Et puis surtout, ça permet aux gens de continuer à faire authentiquement du randori avec un engagement réel en toute sécurité. Alors, la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Pour moi, le Neoasa est un outil privilégié pour transmettre le judo. Alors, chez les enfants, l'intérêt, c'est que d'abord, les progrès sont plus faciles et plus tangibles. Donc, ils ont l'impression d'avancer plus net. C'est l'occasion d'illustrer de manière plus concrète les messages qu'on veut laisser passer, qu'on veut faire passer aux enfants. Donc, on peut faire pratiquement des arrêts sur image, expliquer, etc. Il y a une prédominance des contrôles et de la maîtrise sur l'explosivité. Donc, on peut travailler sur la sécurité de manière plus évidente. Et chez les seniors, le fait que l'analyse prend le pas dans les Neoasa sur les sensations et l'expérience sur l'engagement physique permet de répondre et de tenir compte des capacités des gens qui n'ont pas forcément la pleine possession de leurs moyens comme quand ils étaient jeunes. Voilà. Alors, la démarche, je vais peut-être illustrer par un exemple, c'est ce que m'a demandé Michel. Elle fait l'amalgame, vous le voyez sur cette petite diapositive, entre l'engagement et le plaisir qui est transmis par le jeu, des règles évolutives, j'insiste là-dessus parce qu'il faut que les règles amènent les gens à évoluer dans le sens que le souhaitent, et l'amalgame avec les acquisitions techniques au fur et à mesure de l'apprentissage. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu théorique, donc je vais donner un exemple complètement banal, simplement pour fixer un petit peu les choses. Alors, le jeu, c'est le jeu que j'appelle le jeu des crocodiles. Il est tout simple. Vous avez le groupe d'élèves qui est debout sur la surface du tatami, et il y a 1, 2, 3 ou 4, suivant le nombre qu'on veut, d'élèves qui se retrouvent à 4 pattes, qui vont jouer le rôle des crocodiles. Le but pour les crocodiles, c'est de toucher les gens qui sont debout, qui courent dans tous les sens. Quand quelqu'un est touché, on considère qu'il est mangé par les crocodiles et donc il devient crocodile à son tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Jusque-là, on en est au jeu. Donc, il n'y a pas de rapport aux Neoasa. On va intervenir le Neoasa à partir du moment où on va dire les gens, quand ils sont touchés, ils ne sont qu'à moitié éliminés. Reste à réussir une action définie par le prof pour concrétiser les choses et effectivement arriver à éliminer l'élève. Je vais donner un exemple. Au départ, l'élève qui touche, celui qui est debout, il va s'occuper de son partenaire, il se met sur le dos. On va démarrer d'une position de saikomi et on va dire, donc je saute un peu des étapes bien entendu, à celui qui est debout, que pour réussir à éliminer son gars, il ne faut pas simplement qu'il tienne l'immobilisation, il faut qu'il en fasse 2. Autrement dit, il va falloir qu'il enchaîne, qu'il change de position en faisant évoluer ses contrôles. Celui qui est dessous, il n'a pas simplement un rôle douquet, il peut lui aussi éliminer celui qui est dessus en le prenant entre les jambes et en réussissant à le renverser. Donc ça fait partie des premières étapes. On peut envisager tous les cas de figure et toute la progression en fonction des acquisitions. Par exemple, si on a appris un retournement, on va demander dans la phase où il faut éliminer son adversaire d'engager le retournement. Je dirais qu'Ouké accepte d'arriver sur le dos avant d'engager sa défense. Autrement dit, il y a une défense qui est retardée, qui est intense, qui est réelle, avec, pour celui qui est dessous, il n'a pas simplement un rôle bouquet, il cherche à reprendre l'initiative, reprendre l'avantage sur son adversaire et de concrétiser lui aussi en le retournant. Alors, c'est un exemple qui est basique, mais qui peut aller très très loin
dans l'intégration des acquisitions techniques qu'on veut aborder, avec toujours la possibilité pour Ouquet, non pas simplement de résister, mais de reprendre l'initiative et de riposter. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est un exemple, bien entendu, et transposé dans d'autres jeux, bien entendu. Alors, je vais aborder les priorités pour la formation de base en soulignant que quelques éléments. D'abord, la notion de plaisir, pour moi, c'est fondamental. Elle passe des jeux et petit à petit, elle va évoluer en fonction de la richesse de ce qu'on peut apporter. Et cette notion de jeu, elle doit continuer à exister à l'intérieur du randori. C'est-à-dire, on est tout le temps en train d'essayer d'engager quelque chose de plus sur l'adversaire en fonction de ses réactions. La notion de confiance. Alors, la notion de confiance, pour moi, elle est très importante parce que souvent, on amorce on fait des apprentissages techniques et très rapidement, on souhaiterait que les gens le transposent dans les randonnées. Mais il y a une notion qui est très importante, c'est cette notion de confiance, où les gens, à partir du moment où ils ont une bonne défense, où ils se sentent en sécurité, quand ils engagent quelque chose, ils peuvent prendre des risques. Et sur cette impression de confiance, les acquisitions techniques et pédagogiques qu'on peut faire vont avoir porté leur fruit parce qu'on osera les tenter en randonnée et plus tard en compétition. Les acquisitions techniques qu'on peut faire au sol, elles ne sont pas différentes de ce qui se passe debout, à savoir qu'elles vont passer par les répétitions et des répétitions avec une défense appropriée du partenaire. Je ne dis pas de hooker parce qu'il n'a pas simplement le rôle hooker. Et cette interaction va faire qu'il va y avoir une progression vers l'efficacité et qui va engendrer de la confiance, etc., pour que les gens, petit à petit, non seulement ils auront confiance au sol, mais n'ayant confiance au sol, ils auront d'autant plus de confiance pour engager des actions debout en se disant, même si ça arrive au sol, je suis capable de m'en sortir. J'ai souligné l'idée d'éviter des impasses. Alors, les impasses, ce n'est pas forcément le professeur qui fait l'impasse complètement sur le sol, mais suivant comment est conduit l'apprentissage, quand quelqu'un a l'impression qu'il n'est pas bon, qu'il ne s'en sort pas au sol, inconsciemment, pour lui, il va faire l'impasse sur ce secteur. Et quand il va évoluer dans la compétition, il se débrouillera d'éviter par tous les moyens de se retrouver au sol. Il y a les impasses aussi pédagogiques. Ce que j'appelle impasse pédagogique, c'est des situations dans lesquelles Tori fait quelque chose, Ouquet ne fait que défendre et s'opposer à ce que fait Ouquet, à ce que fait Tori. Et l'exemple type, c'est la situation de tortue, où si celui qui est à quatre pattes a l'impression de sortir vainqueur parce que son partenaire n'a pas réussi, on engendre des comportements qui aboutissent en compétition à voir des gens qui tournent le dos à l'adversaire et qui sont contents simplement parce qu'ils attendent le mater et au bout d'un moment, ils réussissent à faire évoluer le combat vers la situation debout. Michel, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors là, je vais passer très vite pour gagner un peu de temps parce que ça va être le domaine de Francis et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais pour moi, cette continuité entre le travail debout et le sol est fondamentale avec l'idée que la plupart du temps, Tori, en projetant son adversaire, a un temps d'avance sur Ouquet qui lui permet la plupart du temps de se retrouver en position favorable. Dernière diapositive. Voilà, et on aborde le côté politique fédéral. Alors, on constate que le Newaza sert un peu à différents degrés. Quelquefois, il sert simplement comme un moyen d'échauffement. Pour beaucoup de jeux de classe, l'intérêt de faire du Newaza, c'est essentiellement de ne pas perdre. Quelques-uns, on a
a d'illustres exemples, en particulier ce soir, avec des gens qui ont fait en sorte de pouvoir conclure en Newaza et avoir un point très fort dans leur judo grâce au Newaza. Au niveau des comités départementaux, des ligues, etc., souvent le Newaza sert d'animation, mais je dirais qu'on se sert du Newaza. Et ce qui manque, à mon avis, c'est de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il faudrait que peut-être le Newaza devienne une facette à part entière qui mérite d'être développée pour elle-même. Et là, il y a un certain nombre de conditions qui sont à réunir. Donc, forcément, il faudrait qu'il y ait une commission de développement. Il en existait une du temps avec Eugène Domagata. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait intégrer le Newaza dans les stages sportifs, dans les créneaux, dans les emplois du temps des structures d'entraînement, de manière à ce que, pour revenir au problème des clubs, c'est que lorsque quelqu'un veut évoluer en Newaza et aller au-delà de ce qu'on peut lui proposer dans les clubs, ce que j'ai regretté et que j'ai souligné lors de ma dernière intervention au Newaza, c'est que souvent, ils sont obligés de se retourner vers d'autres disciplines et de sortir du cadre de la fédération. Voilà. Donc, il y a des questions à se poser et c'est vraiment un problème de conception et de politique fédérale, donc, qui fait que, pour le moment, on ne peut pas attendre que le Newaza évolue à l'intérieur des compétitions de judo telles qu'elles sont, puisqu'il y a une prédominance du travail debout et c'est normal. Mais il y aurait largement la place à développer le Newaza comme une facette à part entière. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et Michel, j'étais un peu long, mais je suis désolé. Voilà. C'est toujours avec les gens passionnés. Bon, tu es pardonné. Donc, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Francis. Donc, Francis, est-ce que tu peux activer ton micro et prendre la parole? Bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Eh ben, bon, ben, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir sollicité pour parler un peu du Newaza. Hein, alors, évidemment, c'est assez large. Hein, c'est le Newaza de la compétition, on va dire, du haut niveau, hein, qu'on retrouve aujourd'hui frère Axel, hein, qui fait partie des grands spécialistes maintenant du Newaza, que ce soit au niveau national ou international. Donc, ça me fait plaisir. Bon, c'est pas parce que c'est Axel, mon fils, mais c'est tout à fait c'est un repère aussi, hein, une notion de transmission. Hein, et donc, il a capté tout de suite cette image. D'autre part, ben, voilà comment j'ai réussi à emmener cette formation sur le Newaza à travers les différents élèves. Hein. Ben, j'ai essayé, dans mon esprit, de repenser un petit peu comment j'avais évolué dans le Newaza, hein, pour ma part. Même si je n'étais pas un grand spécialiste en tant que compétiteur, mais je me débrouillais pas trop mal quand même. Quand je suis arrivé à l'INSEP, évidemment, ça m'a fait un peu drôle parce qu'on se croit très fort localement dans sa chapelle, mais quand on monte sur le cran au-dessus, bon, c'était encore plus compliqué. Hein, je faisais partie des générations qui étaient quand même pas mal au sol, comme Guy Delvin, Guy Le Beaupin, Jean-Pierre Gibert. Enfin, il y avait une génération que Serge, déjà Vialou a eu en junior, hein, évidemment, et que Serge a repris en senior, où il y avait quand même des spécialistes du Newaza. Et évidemment, au fur et à mesure des années, on a senti que le Newaza faisait plus partie de la préparation du sportif, de l'athlète, je dirais. Alors, pour différentes raisons. Déjà, l'arbitrage, hein, qui malheureusement disait rapidement maté. Hein, on estimait que le Newaza, à un moment donné, n'était pas très spectaculaire. On ne laissait pas les gens évoluer. C'est vrai que pour le néophyte, ce n'est pas très spectaculaire. Par contre, pour les spécialistes, on sait à un moment donné que certaines choses vont aboutir. Ça va être long, ça va être pas très visuel, mais il y a des choses qui vont aboutir. Alors, il y a cette chose, l'arbitrage, qui n'a pas été très favorable. Ensuite, il y a eu aussi, je pense, les dojos. Bon, pour ma part, quand j'ai pratiqué le judo, j'ai commencé le judo à 12 ans, on ne commençait pas avant cette époque-là. On commençait tout de suite dans le monde adulte, dans le monde je dirais, des adultes, hein, même en étant adolescent.
Et évidemment, l'adulte, il a une certaine maturité. Et pour progresser au Newaza, il faut régulièrement pratiquer avec des gens qui ont de la maturité. Des gens qui n'ont pas de maturité ne font pas du vrai Newaza. Ils jouent, ça discute, ça bricole, mais ça ne fait pas du vrai Newaza. Donc le fait d'avoir commencé dans le monde d'adulte m'a obligé, à cette époque-là, enfin, nous a obligé, les générations qui avons démarré avec les adultes, à être plus précis, à mieux réagir et surtout, l'adulte, avec sa maturité, nous conseillait, nous orientait. Hein, et ça nous a donné un peu des bonnes orientations. Et il nous apprenait à construire un travail au sol, l'adulte. Il était une sorte de coach. Et ça, le fait de côtoyer, pour pratiquer le Newaza pour être efficace, il faut le pratiquer avec des gens qui ont une certaine maturité. Et ça, évidemment, ça nous a desservi dans les clubs parce qu'on a de moins en moins d'adultes. Dans les structures fédérales, les gens arrêtent de plus en plus tôt. Il y a de moins en moins de personnes qui s'entraînent sans faire de compétition comme par le passé, hein, où on allait aux entraînements de l'équipe de France, même si on avait décroché sa carrière, comme ça se fait par exemple à l'INJ encore un petit peu, où ça se fait dans les pôles encore, où les gens ont décroché mais continuent de venir s'entraîner. Et par contre, ces gens-là, on le voit aussi au Japon, hein, avec les gens qui sortent de la police, etc., sont très très forts au sol parce qu'on a du vécu. On a de l'expérience, on a des repères, et donc automatiquement, ça élève le niveau des pratiquants, des compétiteurs. Aussi, il y a l'histoire des dojos, comme j'ai signalé tout à l'heure. Dans les dojos, quand j'ai commencé le judo, hein, les dojos étaient petits, n'étaient pas très grands. Donc, on pratiquait sur une petite surface de pratique et automatiquement, on passait beaucoup de temps sur le Newaza. Pour que tout le monde puisse pratiquer, on passait beaucoup de temps par le Newaza. On travaillait sur les sekomi, les sorties, les combinaisons, etc. Nos professeurs faisaient leurs séances beaucoup là-dessus. Et après, on passait au takiwaza, hein, seulement au takiwaza. Et là, par contre, il y avait des groupes de travail qui s'effectuaient, hein, qui observaient, et les autres se travaillaient. Donc, le Newaza avait beaucoup plus d'importance dans la séance. Il rentrait dans un contenu complet. Je dirais même une dominante. Alors, après, les dojos se sont agrandis. Hein, donc, les judokas ont fait moins de Newaza. Je parle purement Newaza. On a travaillé ce qu'on appelle plus ou moins la liaison de boussole. Mais ce n'est pas vraiment la liaison de boussole. Hein, les gens faisaient pour aller au sol, mais ils ne faisaient pas pour marquer, pour être efficace. Ils faisaient pour aller au sol, mais comme ils n'avaient pas vraiment la liaison de boussole, elle se fait vraiment par le travail au sol. Hein, il faut faire, je ne sais pas moi, 2 heures, 3 heures de travail au sol régulièrement dans la semaine pour être sûr que quand une liaison de boussole va arriver, va se produire, pour tout de suite trouver la solution. Alors évidemment, ces histoires de dojo n'ont pas favorisé complètement la partie Newaza. On a fait par contre un gros travail, beaucoup plus un travail de takiwaza, parce que les dojos étaient plus spacieux, donc automatiquement les judokas se déplaçaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus de mobilité, etc. Donc ils devenaient un peu plus performants debout. On peut passer à la diapo éventuellement. Alors là, la diapo que vous avez, c'est Axel, évidemment. Là, on voit sur cette diapo, c'est pour ça que je tenais à ce qu'elles soient en premier. Et la priorité dans le Newaza, pour moi, c'est l'osekomi. C'est la base, c'est le fondamental, la posture. On voit à travers l'osekomi d'Axel, on voit l'écartement des appuis, hein, on voit l'action du hara, hein, du contrôle qui est très fort. Et là, la deuxième diapo, hein, qu'on voit avec Axel, c'est la fixation de l'adversaire. C'est pour moi le Newaza, comment on le conçoit, c'est un peu comme l'escalade. C'est des points d'ancrage qu'on doit sans cesse mettre en place chez l'adversaire, sur l'adversaire, comme si on voulait grimper sur un mur d'escalade pour arriver au bout, en haut, tout au sommet. Le Newaza, c'est pareil. Donc on voit Axel, suite à un accrochement de jambe, sur cette photo, qui fait des contrôles très forts, qui prend son temps pour pouvoir assumer. Alors là aussi, sur le Newaza, pour le compétiteur, dans mon haut niveau, il faut aussi travailler, je dirais, lentement, sûrement, mais efficacement. Là aussi, l'arbitrage a eu des erreurs, c'est qu'on ne comprend pas qu'à un moment donné, il y a un dominant et un dominé. Et souvent, on disait maté, parce qu'il ne se passait rien. Et finalement, quand il y a un dominant et un dominé, il peut se passer des choses. Alors, sauf quand les deux se neutralisent parce qu'ils ont une connaissance forte du Newaza. Là, il peut y avoir le maté. Là, on voit sur la photo, par exemple, d'Axel, qui prend son temps de contrôle avec le bas de la veste pour fixer le bras de hockey, pour avoir un meilleur contrôle, comme j'ai dit, un point d'ancrage comme l'escalade.
et pour après seulement, mais la jambe commençait déjà à sortir là, seulement après on est bien installé. Après, dans la pratique du Newaza pour la compétition, il ne faut pas oublier qu'il y a deux acteurs. Alors tout à l'heure, Alain a bien parlé de dire qu'il y a Uke, mais sans être Uke. On est tous les deux Tori, on est tous les deux Uke. On met trop d'importance, je pense, au travail du Tori sans la reprise d'initiative. Hein, et ça, c'est un gros souci, c'est que les judokas actuels savent agir sur une situation comme un juji à Sankaku. Et là aussi, c'est un souci parce qu'ils agissent sur un juji ou un Sankaku sans passer par la tentative de Sekomi. Hein, l'étranglement, le Shimewaza ou le Konsetsu Waza intervient quand la tentative de Sekomi est forte. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va chercher l'étranglement ou la clé. Alors que souvent, ils vont tout de suite, par exemple, Luquet arrive sur le côté, on va tout de suite aller chercher l'étranglement, on va tout de suite aller chercher la clé, alors qu'il faut sur un point de fixation très fort sur Luquet, hein, pour pouvoir seulement après, sur les sorties Luquet, lorsqu'il va faire des erreurs, aller chercher la clé ou l'étranglement si besoin. On peut passer à la diapo suivante, peut-être, Michel. Alors, dans le combat, le Newaza, c'est une arme forte. Ça doit être une arme forte. À un moment donné, dans le Newaza, il y a des passages très déstabilisants, très forts, que l'adversaire va subir. Et c'est un peu tactique aussi également. Hein, on peut aller au Newaza pour pouvoir justement, quand on sent que debout, l'adversaire a une certaine résistance, hein, il est difficile d'avoir des ouvertures. Donc, on peut se dire, je vais aller au Newaza pour pouvoir l'affaiblir, physiquement, dans un premier temps, parce qu'il faut vraiment du cardio pour faire du Newaza, hein, mais du Newaza, je dirais, de précision, et l'affaiblir aussi psychologiquement dans le combat, pour lui montrer à l'adversaire que c'est nous le patron et c'est pas lui. Et là, c'est un passage. Alors que debout, c'est plus difficile. Je dirais debout, il y a des secteurs dans lesquels, quelquefois, on peut tricher. Que dans le Newaza, on ne peut pas tricher. Hein, on peut tricher, pareil debout, dans le rodori ou dans le combat, à travers le kumikata, à travers des petites fautes d'attaque, des coups de patte. Mais au Newaza, on ne peut pas tricher. Donc, automatiquement, psychologiquement, si la personne n'a pas les bons outils dans un combat, s'il va au Newaza, ça va être très difficile pour lui, même s'il y a une résistance qui s'installe pendant un certain temps. Évidemment, debout, ça va créer tout de suite des ouvertures parce que la prochaine fois, c'est coup près. Donc voilà pour la partie psychologique du Newaza. On peut peut-être passer aussi à la diapositive suivante. Alors là, bon, au niveau commentaire, je n'ai pas trop de commentaires à donner par rapport aux images d'Axel, hein, qu'on voit toujours. Je dirais sur la phase d'entraînement au niveau du Newaza. Malheureusement, là aussi, je crois que tout à l'heure Alain l'a souligné, on se sert du Newaza pour dire on s'échauffe. Voilà, ça peut être une solution. Je vous dis, dans les clubs, par le passé, avec les petits dojos, on servait du Newaza pour s'échauffer, mais on faisait après la technique, on faisait beaucoup de rodori au sol. Ça doit être intégré dans les séances de la semaine, le Newaza. Souvent, c'est dans les structures, voire même dans les clubs, c'est mis à la fin de la séance, oh, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, je n'ai pas fait de Newaza, allez, on fait Newaza. Non, ça, ce n'est pas la bonne solution. Le Newaza doit être intégré dans le cadre d'une séance, soit sur des séances spécifiques Newaza. Moi, je suis pour la séance spécifique Newaza dans la semaine, sur 4 entraînements semaine, par exemple. Il faut au moins une séance de 2 heures. Une séance de Newaza, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 1 heure et demie, c'est une séance de 2 heures à 3 heures. Hein, quand on va au Japon, les séances de Newaza, c'est des séances qui durent très, très longtemps, qui sont très pesantes, très usantes. C'est là qu'on voit les effets. Hein, c'est là que vraiment on voit les effets. Il faut des grosses séances. Et ça s'intègre dès le plus jeune âge. Hein, en ce qui concerne notre structure, notre club, nos Benjamin minimes, par exemple, pratiquent 3 à 4 fois par semaine en moyenne des séances d'1 heure et demie. Le lundi, ils ont une séance que Newaza, que spécifique Newaza, où on travaille alors, beaucoup d'exercices d'agilité, de mobilité. On travaille beaucoup sur les osekomi, les sorties d'osekomi, la reprise d'initiative. Et ensuite, on travaille la liaison de boussole automatiquement. Mais la liaison de boussole, on la travaille sur des mises en situation. Et ça, c'est très important. Souvent, les mises en situation, on fait la liaison de boussole, on pratique un mouvement debout, dans l'idée de ne pas mettre hippon. Il ne faut pas mettre hippon, soi-disant, et finalement, on met quand même hippon, et après, on suit au sol.
Non, il faut simuler des situations d'intermédiaire debout-sol qui va emmener un travail au sol. Je donne l'exemple, par exemple, il y a une jambe levée, hein, on fait un Kouchigari, et derrière le Kouchigari, on doit être capable de fixer Uke. Je donne l'exemple de Kouchi, ça peut être d'autres techniques. Et également, Uke doit être capable de donner la reprise d'initiative. Hein, donc, on doit travailler sur les deux niveaux. Il ne faut pas travailler que sur un niveau. Donc voilà pour la partie sportive. Donc je vous dis, une séance d'1 h 30 pour des benjaminimes par semaine, c'est déjà pas mal. Hein, c'est des bons repères. Et après, pour d'adultes compétiteurs, ça doit être au moins une séance par semaine, hein, que sur le névoisage ou la liaison de boussole. Alors le névoisage, je rappelle dans le contenu, c'est les mobilités, c'est l'agilité, c'est la répétition, c'est le travail à deux, hein, c'est le travail, la recherche technique, c'est la combinaison technique. Il faut savoir aussi qu'au névoisage, pour le haut niveau, il faut aussi accepter, enfin au niveau dans le cadre de la compétition, dans le randonnée surtout, il faut laisser des ouvertures à hockey. Il faut s'apprendre justement à donner des ouvertures pour l'amener à la faute. Ça doit être, on doit à un moment donné avoir des contrôles forts, mais il faut accepter de laisser les ouvertures pour pouvoir poursuivre le travail. Voilà. Après, pour le haut niveau, il a peut-être la dernière diapositive, si je ne me trompe pas, Michel, c'est ça? Je ne sais plus. Voilà. Alors, là, Axel est sur une combinaison de. À mon avis, il est dans une situation où Kay était en tentative de venir le chercher sur un océcomie. Hein, donc, il a repoussé Uke et il a pris le risque, je dirais, pratiquement de laisser Uke venir le chercher sur l'océcomie en laissant une petite ouverture et il a réussi à se décaler pour aller chercher le Sankaku Jime. Donc, ça fait partie aussi, comme je vous l'ai dit avant, d'essayer des ouvertures. Je voulais dire également le problème du névoisage, je dirais, en opposition, si vous avez des jeunes, quand on a des jeunes qui travaillent très bien au sol, notamment en France, hein, surtout en France, je pense, on fait vite son trou. Je vois le cas d'Axel ou d'autres, j'ai eu par le passé, Patrick connaît bien Isabelle Magna, qui était très forte au sol par le parcours qu'on avait fait en club. Et le souci, c'est que ça affaiblit le niveau debout. Parce que le niveau étant moyen, en France, sur le névoisage, et résultat, aussitôt qu'on descend au sol, qu'on arrive au névoisage, quand on est cadet, junior, facilement on va chercher le hippon. Et par contre, on stagne debout, parce qu'on ne s'exprime pratiquement plus debout. Parce que le combat, il va être tout de suite pris dans le travail au sol. C'est un petit peu c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille beaucoup au névoisage en France pour élever encore plus le niveau de tous nos judokas. C'est un petit peu le point faible du spécialiste du névoisage dans les catégories jeunes. Et par contre, quand on passe sur l'international, là, ça se complique un peu plus parce que le niveau international est beaucoup plus homogène sur le névoisage. Oui, Voilà. Francis, est-ce que tu peux avoir un petit mot de conclusion? Parce que nous Justement, déjà la limite. je voulais conclure là-dessus. Entre le travail qui est fait chez nous et le travail qui peut être fait à l'international. Merci. Voilà. Oui, effectivement, on est un peu contraint par le temps, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Patrick. Tu branches ton micro, s'il te plaît, et puis tu... Bonjour à tous, donc. Voilà, écoutez, on va reprendre aussi pas mal peut-être de choses qui ont déjà été dites aussi par les deux précédents intervenants. Donc, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, ça va commencer par les premières compétitions qu'il y a eu. Et les premières compétitions qu'il y a eu à une époque très lointaine, c'était ce qu'on appelle la période de casseur de dojo, où on allait rencontrer un autre dojo, défier l'autre méthode, et si on gagnait, on cassait tout. Après, il y a eu les défis qui étaient surtout faits pour obtenir des postes très importants dans l'administration, et on dirait qu'il y avait des rencontres, et les écoles qui étaient supérieures arrivaient à placer leurs élèves dans les postes importants. Donc, il y a eu après le Kosen Judo qui s'est opposé un petit peu à Kano. Donc, on connaît un peu l'histoire. Donc, Kano, quand il voyait ses judokas se faire prendre au sol,
a décidé, c'est les premières évolutions de l'arbitrage, a décidé de limiter donc les façons d'aller au sol pour faire le Newaza. Donc on s'est retrouvé simplement avec des projections. Alors, ce qui a donné un peu de choses près, les règles qu'on connaît actuellement. Alors, des anecdotes, par exemple, bon, il m'est arrivé personnellement lors d'un stage au Japon, on a un test match contre l'université de Shisha, donc, de Kyoto. À Kyoto, c'est le Kansai, et le Kansai était vraiment réputé pour son travail au sol. Il m'est arrivé de faire un match de 6 minutes où on a passé par 5 minutes 55 secondes au sol parce que mon adversaire s'est mis les fesses par terre tout de suite et on a évolué pendant le reste du combat. Il n'y a pas eu d'interruption. Donc voilà. Une autre anecdote, c'est Isao Kano qui préparait les Jeux Olympiques de Tokyo et il avait fait ça en Nori avec l'Allemand Hoffmann qui était fort au sol et Hoffmann le prenait toujours au sol. Et Okano, pendant 6 mois, est allé à la police de Kyoto s'entraîner tous les jours. Et le jour des Jeux Olympiques, il a rencontré Hoffmann en finale et il l'a battu par Osei Komi. Voilà. Alors, deuxième diapo, si on veut. L'Osei Komi, Francis l'a bien souligné. Hein, l'Osei Komi, c'est vraiment la base du Newaza. C'est le contrôle immédiat. Alors, 30 secondes d'Osei Komi. Pourquoi 30 secondes d'Osei Komi? Alors, on ne sait pas trop. On m'avait dit un jour que c'était, dans l'ancien temps, le temps qu'il fallait à un samouraï en armure pour étouffer son partenaire. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être que Yves Cadeau a des informations là-dessus, j'en sais rien. Le principe de Seikomi, c'est maintenir son adversaire au sol tout en étant en position supérieure et pouvant à tout moment évoluer autour de lui et pouvoir se relever librement. On assiste aujourd'hui à certaines dérives sur des positions non conformes, ou souvent sur les sankaku d'ailleurs, où le bassin de ceux qui contrôlent est dessous pratiquement le partenaire, donc ce qui n'est pas dans les principes de Kano. Et il y a aussi des techniques qui ont un petit peu évolué, certaines intéressantes, comme le baluchek par exemple, qui ont été, voilà, c'est pas japonais, mais ça marchait très bien. Et donc, le problème, je cherchais un petit peu. Voilà. Et donc, c'est à partir de ça que l'on peut évoluer sur les sorties de Seikomi, sur les enchaînements en étranglement ou entre les bras. Alors, la troisième diapo, la liaison de boussole. La liaison de boussole, maintenant, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'amener son adversaire au sol. Donc, les principales options, c'est à partir d'un mouvement réalisé, que l'on fait ou que l'on subit, hein, qui n'est pas totalement abouti, et où l'on peut après enchaîner en Newaza. Alors, le gros problème pour moi, c'est la perte de patrimoine. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser certaines techniques. On ne peut plus faire des kushiki taoshi, par exemple, kibizu gaishi, sukuinage, orotegari, etc. Et surtout aussi des kansetsu waza, par exemple. Les kansetsu waza debout, maintenant, sont pratiquement interdits, surtout si on va au sol avec. Alors que bien souvent, c'était une bonne façon d'amener son partenaire. On ne voit plus de juji gatame à la volée, on ne voit plus de d'ude gatame qui amène au sol, ni de côté gaishi ou des gaishi selon la technique. Et donc, en plus, on perd des façons de se défendre sur un kumikata fort, puisque quand quelqu'un vous prend dans le dos, etc., vous ne pouvez pas faire des clés pour marquer les ponts ou pour éventuellement amener au sol. Donc, je pense que c'est une grosse perte au niveau du patrimoine technique. Et bon, ce n'est pas le seul domaine où on a perdu beaucoup de choses. Alors, je cherche mes fiches. Voilà. Donc, alors, également aussi,
Oui, on a moins de possibilités parce que les autres problèmes, ce sont les annonces maintenant de projection. Maintenant, on assiste à des annonces wasaries, puisque c'est l'annonce minimum aujourd'hui, ou qui ne sont pas des wasaries, ce sont des gens qui tombent à genoux, qui tombent un petit peu sur le côté, que l'on pousse pendant 2-3 secondes, et on est validé par wasari. Alors, déjà, bon, on a perdu beaucoup de choses. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a pris un wasari comme ça, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus que 10 secondes de saïkomi pour obtenir le deuxième wasari. Donc, même quand il y avait 30 secondes de saïkomi, en règle générale, on se dégageait au bout de 5-6 secondes parce que ce n'était pas vraiment verrouillé. Ou alors, quand on était verrouillé suffisamment, il fallait au moins 15 à 20 secondes pour trouver l'ouverture, pour se placer et pour renverser. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quelqu'un qui est crédité d'un wasari, et ben, quand il se fait prendre au sol, il sait qu'il a que 10 secondes, donc bien souvent, il frappe avant et il n'essaie même pas de sortir. Donc là aussi, on a une perte de patrimoine très importante. Alors, voilà. Donc, je cherche aussi mes petites notes. Hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'avenir du Newaza, l'avenir du Newaza peut, à mon avis, on pourrait espérer un rétropédalage des instances sur ces règles et aussi sur la compétence des arbitres, parce que comme l'a aussi précisé Francis, beaucoup d'arbitres ne sont pas des grands spécialistes de Newaza, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe, ils ne voient pas vraiment les opportunités, ils connaissent peut-être pas forcément bien aussi les combattants qu'ils sont en face d'eux, parce que bien souvent, ces combattants ont un tokugaza qui demande de la préparation. On le voit bien en ce moment, on va citer Axel aussi, bien sûr, puisque Axel, c'est notre français. Mais chez les Japonais ou les Japonaises particulièrement, il y a vraiment de très, très grandes spécialistes de Newaza. Et donc, on a vu depuis quelques années où elles sont vraiment très, très, très efficaces dans ce domaine. Donc, si on connaît bien le combattant que l'on arbitre, on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait que ça va être de ce côté-là qu'il faut se placer pour ne pas donner un maté trop rapidement. Par contre, le seul point positif pour moi dans ce nouveau règlement, c'est la continuité lorsqu'il y a une action en bordure et que ça va un petit peu au sol à l'intérieur, où là on laisse un tout petit peu quand même l'évolution jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien et qu'on puisse dire mater. Mais souvent, voilà, maintenant ça c'est un bon avantage. Et alors là, l'avenir, pourquoi pas aussi, j'en parlera tout à l'heure après moi, c'est l'avenir c'est la possibilité de faire des compétitions spécifiques Newaza. Alors donc, je crois qu'Alain aussi, Chaussec en a parlé, ça peut permettre aussi à des gens qui n'ont pas des capacités vraiment physiques, dynamiques, de pouvoir continuer longtemps la compétition sans risque de blessure, sans trop de risque de blessure. Et on pourrait quand même attirer un autre public. Alors, je ne dis pas ça pour contrer le jiu-jitsu Newaza de Christophe Brunet, mais bon, ça, justement, on pourrait se rapprocher de ça et pouvoir créer un championnat vraiment Newaza. Voilà. Donc, alors, un dernier point aussi, on va arrêter là, je vais faire court, c'est que le Newaza est très important, surtout parce que on a confiance lorsqu'on fait une projection, on n'a pas peur d'aller au sol. Souvent, des fois, on fait des fausses attaques parce qu'on ne veut pas se lancer, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand on a confiance dans son judo debout, et ben, après, au sol, c'est beaucoup plus facile de conclure ou d'enchaîner. Et l'inverse, quand on a confiance en son Newaza, ben, on peut lancer cette technique debout sans trop de soucis. Voilà. Merci de votre attention. Merci Patrick. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Serge, qui sera notre dernier intervenant avant
les débats. Donc Serge, il faut activer ton micro. Ça marchait bien tout à l'heure, il n'y a aucune raison que ça ne marche plus maintenant. Es-tu là? Voilà. Non, allons, c'est Alain. Yves, tu peux vérifier Ça y peut-être? est, Ah, ça y est, vous voilà. m'entendez? Oui, on t'entend très bien, ça Ah, va. voilà, pardon. Il n'y a pas de Bon, souci. moi, je vais rebondir sur tout ce qui a été dit. Voilà, on est dans la vérité. Hein, chacun a apporté son jugement sur les différentes situations pour le Newaza. Il faut savoir que le Newaza, quand même, au départ, c'est le Kosen Judo. Et puis, le judo, il a évolué avec ce qui se faisait au tout début. Parce que ce que c'était, le judo, c'était un combat, j'appelle ça judo, mais c'était Jiu-Jitsu, Kosen Judo, c'était le combat total. Hein, donc, le judo, il a évolué, c'est Jigoro Kano qui l'a fait évoluer, et c'est tant mieux. Mais il faut pas oublier que, issu de ce Kosen Judo, il y a eu des grands champions. Kimura, ça a été un des pionniers du Newaza, et pas seulement du Newaza. Il a quand même été champion du Japon, toute catégorie. Donc, et Kashiwazaki, plus près de nous, c'est quelqu'un qui est issu du Kosen Judo. Et quand on regarde son judo, debout, comme il disait, je n'étais pas doué debout, mais il a tout fait pour faire en sorte que ces techniques amènent son adversaire au sol, et c'était fini pour celui qui mettait un genou par terre. Jigoro Kano, Okano, Patrick l'a bien expliqué, il a eu la volonté d'aller chercher Hoffman au sol parce qu'il ne pouvait pas admettre qu'un étranger puisse le battre aux Jeux Olympiques au sol. Donc, on voit tout de suite, et je vais vous raconter une anecdote aussi pour Okano. Au Japon, il prend une clé de bras avec Milichenko, donc c'est la honte, il a des pensées négatives, mais il se reprend et il va ensuite à Moscou et il reprend Milichenko et il lui met la fessée au sol. Voilà, donc, pour vous dire l'importance du Newaza. Et Francis l'a bien souligné aussi. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Patrick, il a dit, les Japonais ont bien compris, et surtout chez les filles, que le Newaza, c'était la clé de leur succès pour les prochains Jeux. On verra, et je pense que ça va être d'actualité. On va voir beaucoup de filles renverser la tendance, même si elles sont dominées physiquement par les Européennes, les Japonaises. Au sol, elles en font un paquet. Voilà, donc tout l'intérêt du Newaza. Et puis maintenant, moi, je vais venir directement à une réglementation avec une réflexion qui a été faite pour mettre en place un règlement, oui, un règlement qui permet aux gens qui veulent s'épanouir avec le Newaza et arriver à se faire plaisir. Parce qu'avant toute chose, c'est se faire plaisir. Et c'est pas, franchement, le Newaza, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est très ludique. Il y a un échange, on joue avec l'adversaire et chacun a sa chance. Ce n'est pas parce à un moment on va être dominé qu'on n'a pas sa chance. Donc, pour nous, forcément, dans le Kosen Judo, il y a les clés de jambes. Et pour nous, c'est pas que ça soit pas inintéressant, mais dans l'esprit dans lequel on voulait que ce règlement soit fait, on avait opté pour l'annulation des clés de jambes. Voilà. Donc, le début alors également aussi, dans le Kosen Judo, la projection, si elle est franche, s'il y a le hippon, on arrêtait le combat. Pour nous, le hippon, ça n'arrête pas le combat. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le Newaza. On considère que même une projection maîtrisée, ça ne suffit pas pour conclure. Donc, voilà. Donc, le
le hippon n'annulant pas le combat, on pouvait continuer au sol. Ensuite, pour toutes les techniques du Gokyo sont autorisées, donc les amener au sol également. Donc, il n'y a pas d'interdit. Ensuite, ce qu'il y a aussi, la fuite du combat est directement sanctionnée. On ne peut pas se permettre, c'est un règlement pur et dur, où si on refuse le combat, eh bien, c'est Onsokumake. Donc, ça va être un engagement total. Et on avait même été jusqu'à supprimer le double verrouillage sur une des jambes de l'adversaire, ce qui permettait une évolution en permanence, on était en permanence en mouvement. Voilà, où là vraiment la maîtrise technique était essentielle. Je fais vite parce que tu m'as dit qu'il fallait avoir 7 minutes. Donc, prends ton temps. Alors, les combattants, ils doivent justement chercher sans arrêt à progresser. Et là, comment dire, l'essentiel, c'est qu'on assiste à un combat. Et donc, pour assister à un combat, il faut que les deux combattants soient face à face. Donc, ils aient une connaissance technique suffisamment forte pour évoluer à ce niveau-là. Hein, sinon, il y aurait trop de différences. Alors, attendez, j'avais toutes les notes, donc je les ai là. 2 secondes. Hein. Alors, ah oui, alors il faut savoir aussi que les compétitions en Newaza, telles que Patrick en a parlé, telles qu'elles étaient faites, c'était par équipe. Hein, donc, pour nous, on peut éventuellement le faire aussi en individuel, mais on ne veut pas aller vers un golden score. L'arbitre, il doit être à même de pouvoir juger qui a dominé. Ça aussi, c'est important. Il y avait pas, et surtout, on ne veut pas tomber dans comment dire, une notation par points. Ça, il est hors de question de se rapprocher de la lutte ou même du jiu-jitsu brésilien. Donc, il faut garder en esprit qu'on fait du judo. Voilà. Donc, après, le règlement, on l'avait fait à plusieurs. Je crois qu'Alain, il était concerné, Christophe Brunet aussi, Patrick, moi-même. Il y avait encore d'autres personnes, je n'ai plus tous les noms en tête. Mais voilà, on avait cherché ce règlement, moi, j'ai pu le mettre en place parce que je m'occupais des… Patrick, il est en train d'arbitrer, justement. On s'occupait des DE, des DES, tout ça. Et on faisait des compétitions, justement, en ligne. Et tous les garçons qui étaient là, ils étaient enchantés et ils prenaient du plaisir à faire ces petites compétitions. Donc, on a testé ça et on trouve qu'il y avait un bon rendement et que c'était agréable à regarder. Voilà, donc moi, je suis prêt à intervenir dans un proche avenir pour redévelopper ça. On peut en reparler encore parce que ça ne peut pas s'arrêter uniquement à cette réunion et ça serait avec plaisir qu'on puisse se retrouver. Voilà, Michel. Si vous avez des questions, on peut en parler, hein, forcément. Si on a encore un peu de temps, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je voulais rajouter aussi que quand même, il ne faut pas oublier que un des premiers grands du Newaza, c'est aussi Maître Oda, qui est venu en France au début des années 50 et qui était au judo club de l'Alhambra, chez Sazia, chez Raymond Sazia. Et Sazia, il s'est inspiré de Oda pour faire son livre. Et également Monsieur Awazu, hein, qui avait aussi une notoriété en Newaza, puisqu'on l'a vu au Japon à Meiji, aller chercher Kawara, ou je ne me rappelle plus exactement du nom, et lui mettre une fessée parce qu'il avait été incorrect avec un des judokas français. Donc voilà, Patrick, il avait vengé Patrick, il en avait fait un petit paquet. Donc on a quand même on a des gens performants, ils ont été cités tout à l'heure au début de la réunion, et c'est dommage de ne pas se servir de l'expérience de ces gens-là. Voilà. Merci Serge, et merci à tous les intervenants. Je vais donc laisser la parole maintenant à
à Yves pour qu'il gère les questions et vos réponses.